Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de DxO Filmpak 6. Donc on a eu enfin une mise à jour de ce logiciel édité par DxO. Je crois que la précédente version, la 5, ça date de 2014. Donc le but de Filmpak, c'est de vous permettre de recréer des styles de photos argentiques. Alors vous pouvez me demander, bon, en 2014 ça avait du sens, mais aujourd'hui en 2022, DxO a aussi racheté Nik Collection, donc cet éditeur de plugins avec notamment Analog Effect qui permet de faire ce genre de choses. Alors c'est pas la même chose même du tout, d'une part parce que les plugins de Nik sont plutôt faits pour être utilisés avec Photoshop et non pas avec des fichiers bruts, donc déjà c'est la première grosse contrainte. Et ensuite, évidemment, le Filmpak est fait pour être travaillé de pair avec DxO Photolab, donc le dématriceur et le logiciel de développement numérique du même éditeur. Alors ça existe aussi sous forme de plugin, et le but c'est donc de pouvoir éditer votre photo, retoucher votre photo dans le style d'une photo argentique. Alors c'est un peu plus qu'un simple pack de lutte, puisque ça va aussi recréer la texture et le grain, et surtout il y a toute une couche, on va dire, très pédagogique, didactique sur l'histoire de la photo, sur des mises en contexte, pour savoir quelles ont été des photos célèbres, par exemple, qui ont été prises avec ce type de pellicule. Donc c'est autant un logiciel ludique que professionnel. Donc il y a les gros maniaques de l'argentique qui veulent absolument faire correspondre leurs photos à une pellicule, qui vont pouvoir retrouver des caractéristiques assez précises quand même, pour émuler certains types de développement de l'époque. Mais il y a aussi, pour ceux qui sont moins férus, et qui veulent apprendre, un côté un peu sympa, un peu didactique. Donc par exemple, on va prendre une photo. Donc ça, c'est le catalogue que j'ai utilisé dans ma dernière formation complète qui est sortie en janvier sur tuto.com. Donc j'ai fait toute une formation complète à Lightroom classique, voilà, d'un peu plus de 10 heures et que je mets à jour régulièrement. C'est la suite de la formation la plus vendue de la plateforme qui était sur Lightroom 6 à l'époque déjà, qui était sortie en 2015. Avec plus de 1000 photographes formés. Merci pour votre fidélité. Et donc c'est pour ça que je suis parti de ce catalogue tout près pour vous montrer que en fait DxO Photolab 6, DxO Photolab 5 et aussi le Filmpak peuvent être évidemment utilisés en tant que plugin. On va pas utiliser Photolab ici, on va juste faire du Filmpak pour voir de quoi il en retourne. Donc je vais prendre cette photo, je fais un clic droit et je vais chercher modifier dans. Donc vous voyez ici qu'on a Filmpak 6. J'ai DxO Photolab installé, j'aurais pu passer par DxO pour effectivement l'amener sans passer par Lightroom, mais vu que j'ai un catalogue tout prêt, c'est pour ça que je suis passé directement ici. Alors à noter que j'ai les deux versions, vous voyez, la version précédente n'a pas été désinstallée, je pense qu'on n'est pas obligé apparemment. J'ai pas cherché à le faire, donc si vous voulez vérifier que ça marche bien, il n'y a aucune raison que ça marche pas bien. Si DxO Filmpak 5 marchait bien chez vous, il n'y a pas de raison. Et qui plus est, si vous avez le 5, la mise à jour est gratuite, il n'y a que si vous avez une version antérieure qu'on vous demandera de racheter la licence. Donc on va prendre Filmpak 6 et on va faire modifier. Et accessoirement, si vous voulez juste essayer, vous avez 30 jours pour le faire. Donc là, on va faire le truc habituel, c'est-à-dire qu'en gros, il m'a sorti un TIFF 16 bits Pro Photo RGB, et il va me démarrer DxO Filmpak. L'interface n'a pas beaucoup changé, si ce n'est que maintenant on a un système de time machine qui est vraiment très pratique. C'est-à-dire qu'en gros, bon là on a tous les styles de pellicule et vous voyez qu'il y en a quand même un sacré paquet. Petite nouveauté avec la version Elite, donc la plus chère qui est autour de 140 € il me semble, vous avez le support enfin des capteurs Fuji X-Trans, ce qui n'est pas le cas dans la version de base. C'est un peu dommage de faire payer le prix fort à ceux qui ont tout simplement une marque Fuji. Est-ce que alors je pense que ça a demandé un investissement en temps et en développement pour ce logiciel qui était historiquement lié à un filtre de Bayer, donc en gros capteurs entre guillemets normaux, même si ça veut rien dire, donc non Fuji, non X-Trans, mais je trouve un peu dommage de pénaliser les utilisateurs de Fuji. Bon, j'ai pas de Fuji donc je m'en fous un peu pour être honnête, mais je trouve ça dommage. Vous faites un prix plus fort pour payer des fonctionnalités en plus, et il y en a en plus évidemment. Si vous regardez sur la page pour comparer, vous avez plein de trucs en plus, notamment pour gérer le micro-contraste, pour faire des traitements par lot, des imports-exports. Donc voilà, je dis pas que la 140 €, elle n'est pas justifiée, mais ce qui n'est pas justifié à mon sens, c'est juste le support des capteurs X-Trans. Je vois pas pourquoi à fonctionnalité équivalente, ceux qui ont un Fuji devraient payer plus cher. Voilà, fin de la parenthèse. Donc on a quand même beaucoup de choses, et on a ce mode qui est nouveau, et qui selon moi justifie à lui seul l'utilisation de la nouvelle version par rapport à la 5, c'est que vous avez une chronologie
et que vous pouvez du coup voir ici une historique en fait de chaque style de photo avec une mise en contexte. Et ça, c'est vraiment bien quand vous cliquez sur, par exemple, 1856 Nadar, hop, j'ai automatiquement le truc qui a été sélectionné. Si on va plus loin, on change évidemment de décennie, on va aller chercher, hop, Blériot 1907, on clique, évidemment, la lutte est appliquée. Donc vous avez cette ligne de temps en regard de la ligne de lutte par décennie, et c'est vraiment très très cool de pouvoir apprendre des trucs en même temps qu'on essaye. Donc c'est pour ça que c'est un peu un positionnement assez unique. C'est un logiciel qui vous mélange un mini Wikipédia photo avec quand même des retouches de qualité assez professionnelle et plutôt pointues, puisque quand vous allez là-haut pour modifier les réglages, alors je suis désolé ici je l'ai en anglais, mais c'est quand même assez simple. Donc évidemment la première chose à faire c'est de choisir couleur en noir et blanc, et vous voyez qu'en fait vous n'avez pas une lutte par élément de la time machine. Donc si on revient et qu'on prend par exemple, je vais vous montrer, si on revient très loin en arrière, on va aller dans 1900, ou peut-être juste ici sur la droite, j'avais Blériot en 1907, hop, voilà. Donc vous voyez du coup j'ai une image, un exemple, et quand on clique ici, on va appliquer la lutte. En fait, quand je vais dans les réglages, vous voyez que j'ai un Fuji Neopan 1600 par exemple, et un grain de APX 100. Donc en réalité, il y a toute une série de luttes qui sont installées dans le logiciel, et toute une série d'émulations de grains, d'émulation de grains. Si on prend par exemple celle-ci, où je sais plus où j'étais allé, mais qui utilisait du splittoning. Bref, en gros, il fait une recette à partir d'autres trucs. Il n'a pas une lutte de Blériot, il a d'autres luttes, et il mélange certains éléments pour émuler l'effet Blériot. Voilà. Donc ça, c'est assez important de le garder en tête. Vous avez les luttes qui sont fournies, mais la time machine pour faire genre un artiste ou genre un courant, ça par contre c'est obtenu avec une combinaison. Si on prend par exemple ici 1940 Piccadilly, en fait, en réalité, on va avoir un développement qui est fait sur la courbe, en contraste, avec éventuellement, si mes souvenirs sont bons, il y a des éléments des fois avec des textures des frames, alors pas ici. Mais là, par exemple, c'est surtout ces deux panneaux qui sont concernés. Finalement, il n'y a même pas de lutte en entrée qui a été utilisée. Si je prends le débarquement, je vais évidemment passer en noir et blanc, c'est du Fuji Neopan, et je vais avoir ici, en plus, du développement qui a été utilisé. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir, en fait, combiner plusieurs choses qui sont fournies avec le logiciel pour donner un effet à la façon de. Mais encore une fois, il n'y a pas une lutte qui a été élaborée spécialement pour ces éléments qui sont dans la time machine. Après, on retrouve tous les trucs habituels qui étaient déjà là, donc évidemment, on peut comparer avec le début, on peut comparer avec un avant-après. Alors ici, vous voyez que j'ai un cadre en l'occurrence, il y a un effet sur les côtés qui doit être normalement en bas. Hop, voilà, j'ai une texture et j'ai une frame, un cadre que l'on peut changer, donc on peut faire plein d'aliénations et faire plein d'expérimentations possibles pour que vous puissiez mélanger les genres. Donc c'est autant un logiciel qui vous permet de recréer précisément une pellicule ou un effet qu'un moyen de s'amuser, d'expérimenter. Il faut le voir comme ça. Une fois qu'on a fini, tout bêtement, on va pouvoir enregistrer. C'est le TIFF qui va s'écrire. Et on va revenir à Lightroom et le catalogue va être mis à jour, bien entendu. C'est complètement interfacé avec Lightroom, c'est aussi évidemment complètement interfacé avec DxO Photolab. Vous aurez un panneau à droite, en bas, où vous aurez accès au film pack. Ce sera complètement intégré. Si jamais le film pack n'est pas installé, ça apparaît pas. Et dès que vous l'installez, DxO Photolab va le trouver. Il le cherche au démarrage. Et d'ailleurs, au démarrage, il y a une ligne qui s'affiche pour vous montrer qu'il l'a bien pris en compte. Donc si je vais dans Lightroom, vous voyez que la vignette a été mise à jour. Donc maintenant, je peux partir de ce TIFF pour faire quelque chose d'autre dans Lightroom, ou je peux revenir ici sur ma photo d'origine et refaire un clic droit pour essayer quelque chose d'autre. Je peux aussi, bon maintenant j'ai déjà sauvegardé, mais je peux mettre juste revenir à Lightroom avec un Alt F4 et il se ferme. Donc là j'ai déjà sauvegardé, donc il ne m'a pas engueulé, il aurait pu me dire « Eh, t'as fait des modifs sur cette photo, est-ce que tu veux pas sauvegarder ?» Moi je l'ai fait juste avant, donc il n'y a pas de problème. On va prendre une autre photo, on va faire un petit clic droit, modifier dans, on va revenir chercher Film Pack 6, et on va essayer de faire un petit peu quelques tests en mélangeant 2-3 trucs. On va juste pendant ce temps-là parler un petit peu du prix. Donc pour ceux qui ont le 5, c'est gratuit, la mise à jour la mise à jour est gratuite. Pour ceux qui ont le 4 et inférieur, il faut payer. Donc c'est 85 € ou 140 €. J'ai envie de dire, soit vous voulez, vous êtes un pro et vous voulez juste des luttes, et vous n'avez pas le 5 et vous voulez accéder à tous les filtres négatifs, positifs, noir et blanc, et avec un petit pack de textures, de fuite de lumière, etc. Et du coup la version basique vous suffira.
Ou alors vous avez envie de vous amuser, et vous avez les moyens pour ça, parce que quand même à 140 € ça fait ça c'est pas donné, parce que c'est autant un truc pour travailler que pour s'amuser. Et dans ce cas-là, vous voulez surtout accéder à la time machine et au rendu time machine. C'est-à-dire en gros des développements qui mélangent, plusieurs types de films, enfin qui mélangent un type de film avec un développement, avec, une texture et avec éventuellement un cadre, pour recréer donc, quelque chose de l'histoire de la photo. Donc par exemple ici, hop, on va descendre un peu et on va prendre, si je prends Emo, hop, voilà, il me dit aussi ici, il me donne tout de suite une petite explication. Ça, on l'avait déjà dans le 5 si mes souvenirs sont bons. Si je vais dans le Time Machine, on va aller dans les décennies un peu plus, on va prendre, j'aimerais bien vous montrer un truc où en fait, si je prends Rwanda, un truc où il y a un virage partiel en fait. C'est-à-dire que si je regarde les réglages, non, c'est pas vraiment ce que je voulais. On va revenir, on va enlever les réglages et on va essayer de trouver autre chose comme point de départ. On va prendre, hop, on va regarder Berlin. Alors là, il y a carrément du grain. Tac, voilà. Et là, c'est cool parce qu'on a, vous voyez, un Kodachrome 200 en film rendu, mais aussi en grain. Et ils ont appelé ça Berlin dans la Time Machine. Et c'est, voilà, chute du mur de Berlin. Donc ça a été recréé par rapport à un fait historique. Ici, on a beaucoup de saturation quand même. Et donc, vous voyez qu'évidemment, je vais pouvoir revenir si moi j'ai envie de désaturer un petit peu. J'ai un bruit qui est assez RVB que je trouve pas ouf. Donc ce grain, hop, on va le diminuer. Et je vais pouvoir déboucher un petit peu les ombres. Alors, je vais aller faire ça dans la courbe. Hop, ici, on va aller éclairer un petit peu parce que les noirs sont très très noirs. Voilà, et vous pouvez partir sur un truc qui est complètement différent. Il faut le voir aussi comme un bac à sable ludique. Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir au truc que vous avez trouvé dans la time machine. C'est vraiment un moyen de trouver l'inspiration en fait, quoi. Donc si par exemple on prend en bas le soft focus, qui serait assez joli avec un fond comme ça assez flou, hop, on clique, et on pourrait se dire, ok, donc là j'aime bien cette base, et en fait au contraire j'ai envie de faire un split toning, donc je vais envoyer plutôt un ton chaud dans les hautes lumières, c'est un peu fort donc je le baisse un petit peu, on va envoyer un ton froid dans les basses lumières, c'est un peu fort donc je le baisse un petit peu, donc ça c'est cool, et puis en fait là j'enverrai bien un petit peu de grain, donc on peut aller chercher un grain de film couleur négatif, on va prendre un Fuji Superia 200, voilà, un grain qui est relativement discret, et puis éventuellement on va descendre et je vais envoyer un peu de vignette négative. Voilà, pour qu'on centre l'attention sur son visage. Et vous voyez qu'en quelques clics, je suis passé à un rendu complètement différent, juste en m'inspirant de ce que j'ai trouvé dans la time machine, finalement sans complètement le respecter en fait. Voilà, et un dernier petit truc que je vous ai pas dit, c'est les boutons qui sont là-haut. Bon, ça aussi, c'est pas complètement nouveau. On a évidemment accès au contrôle de navigation, et ici, vous avez l'histogramme. Donc vous pouvez tous les activer. Là, j'ai tout. J'ai mon tableau de bord tel que moi je l'utiliserai, c'est-à-dire que je vois ma vignette, je vois mon histogramme, on peut le faire par couche en plus pour séparer la luminance des couleurs primaires. Et évidemment, alors dans la time machine, on peut mettre des éléments favoris, on peut faire des filtres pour trouver que les films qui sont en noir et blanc, on peut faire une recherche par exemple, moi j'aime bien la Fuji Velvia. Est-ce qu'il y a du Velvia? Il me semble que oui, voilà, boum, Fuji Velvia 50, je clique là-dessus et je peux partir sur du Velvia 50. Alors évidemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop contrasté. Donc ce qu'on va faire, c'est diminuer l'intensité. On va aller chercher, hop, ici dans la courbe, pareil, on va déboucher un tout petit peu les noirs. Pas trop non plus quand même. Et je peux me dire, voilà, j'ai fait un effet façon Velvia sur cette image. En général, le Velvia, ça pousse un peu les verts, j'en ai pas beaucoup sur cette image, donc c'est peut-être pas la meilleure candidate pour faire du Velvia. Mais bon, encore une fois, vous pouvez vous inspirer de pellicule argentique pour vous mettre le pied à l'étrier et ensuite travailler et partir sur autre chose si ça vous chante. Et maintenant que j'ai fini, pareil, on va aller chercher. Alors vous voyez, si je mets, voilà, retourner à Lightroom, il va râler, il va me dire attention, t'as pas sauvegardé. On peut sauvegarder et Filmpack va se fermer, il me semble. S'il se ferme pas tout seul, on peut lui dire de fermer et on va retourner sur Lightroom. Et voilà, vous voyez que la vignette a été mise à jour. Je peux les afficher toutes les deux, tac, entre sélection et candidat, entre l'original et la version que je viens de sortir.
On pourrait, alors là, il faudrait juste faire attention. Si maintenant vous voulez repartir de celle que vous venez de modifier, faites attention que vous allez repartir sur un TIFF. Donc, vous allez travailler à partir d'une image qui a déjà été développée, donc n'oubliez pas de toujours remettre, évidemment à partir de l'original. C'est-à-dire, je reviens à partir de l'original, faire mon clic droit et faire un modifier dans. Si je fais modifier dans à partir de celle qui est un TIFF, donc qui a déjà été exportée, je vais partir d'une image qui a déjà du grain, qui a déjà potentiellement aussi du vignettage, et donc c'est quand même pas ultra propre. Mais aussi, pourquoi pas, vous pouvez du coup empiler comme ça plusieurs retouches, si vous voulez vraiment aller dans quelque chose d'assez prononcé. Ce que je trouve bien avec Filmpack, justement, c'est qu'on peut bien doser et éviter de tomber trop facilement dans l'effet Instagram. Donc moi, c'est plutôt pour ça que je l'utiliserai, pour retrouver en général, en particulier sur des paysages, hein, plus que sur des portraits urbains comme ça, mais voilà, je vais sur un paysage d'Écosse comme ça et je balance une Velvia, voilà, et ça suffit à mon bonheur. Mais j'ai pas des très gros besoins non plus en termes de Filmpack, mais moi perso, c'est pour ça que je m'en servirai. En tout cas, je trouve que c'est une addition plutôt bienvenue, une mise à jour plutôt bienvenue, gratos pour ceux qui avaient la licence depuis 2014, donc c'est quand même plutôt sympa. Un petit peu dommage de faire payer ceux qui sont sur du X-Trans Fuji, parce que les pauvres, ils ont rien demandé, donc voilà, ça devrait être dans le prix de base, hein, quelque part. C'est pas parce qu'on est sur Fuji qu'on est plus riche ou qu'on est plus haut de gamme. Il y a des appareils X-Trans qui sont pas forcément du GH100 à des appareils photo à 8000 € quoi, chez Fuji. Donc j'ai du mal un peu à comprendre ce positionnement, mais en tout cas, c'est plutôt bienvenu de faire la mise à jour gratos pour ceux qui l'avaient déjà en 2014. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous rappelle que ma formation sur Lightroom Classic 2022 est sortie. Elle a enfin été mise à jour depuis 2015. Enfin, maintenant, on a aussi de bonnes mises à jour dans Lightroom. Il y a plein de choses à raconter, notamment sur les nouveaux outils de masquage et de retouche locale qui ont été mis à jour avec une belle addition au niveau du système de masquage de ciel et du système de sujet automatique. Donc ça méritait une nouvelle formation complète. Vous pouvez aller voir sur tuto.com, vous avez le lien dans la description. Merci beaucoup et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao.